c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en votre compagnie, Ondine Kayat, pour votre livre Le parfum de l'exil aux éditions Charleston. La première question, mais ça va être un petit peu classique, je pense que c'est une histoire un peu personnelle que vous vouliez raconter aussi. Il y a un parcours qui vous a touché, j'imagine. Oui, je me suis inspirée de l'histoire de ma famille. J'ai un père libanais et arménien et une mère française. Donc, je me suis inspirée d'une partie de l'histoire de ma grand-mère. Et puis, certains personnages, comme la grand-mère de mon héroïne, m'ont été inspirés par une de mes tantes. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets qui m'intéressent. C'est un roman qui parle aussi du parfum et j'aime beaucoup les parfums. C'est un roman assez olfactif et sensoriel. Et puis, il y a aussi les événements du génocide arménien, donc là, qui correspondent voilà, à ce qui s'est passé pour une partie de ma famille. Voilà. Alors, ce que je trouve très intéressant, vous le dites, c'est un roman où on va remonter le temps et puis partager des souvenirs. Et c'est grâce au jeu du parfum. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que je trouve que c'est vraiment c'est intéressant parce qu'on peut raccrocher des moments de sa vie comme ça grâce à ce jeu-là aussi, finalement. Oui, on mémorise beaucoup. En fait, les moments sont associés souvent à des odeurs. Et quand on a senti le parfum de quelqu'un, on peut des années après avoir vraiment des souvenirs très précis autour de ça. Et dans le livre, Nona, la grand-mère de mon héroïne Taline, lui apprend très tôt le jeu des odeurs. Et ce jeu des odeurs consiste, quand elle est un peu triste ou qu'elle a du mal à se concentrer, à imaginer plusieurs odeurs différentes et créer des parfums, des assemblages avec ces odeurs. Et du coup, ça permet à la fois de travailler le système olfactif, l'imagination, la banque de données des odeurs et puis aussi la créativité. Et en tant que thérapeute, c'est aussi des exercices que je peux donner à certains de mes patients, notamment hypersensibles, qui ont tendance à être beaucoup absorbés dans les émotions des autres pour leur permettre de se recentrer parce que c'est toujours la concentration et l'attention qui permet de revenir à soi et c'est très important. Justement, importance de la transmission. Nona, comme vous le dites, c'est la grand-mère de Taline. Elle décède au début du roman et elle va confier. Alors, c'est un petit peu un jeu de mystère aussi parce qu'il y a trois carnets à découvrir. Je vous demanderai un peu plus tard d'où vous est venue l'idée de la recherche des carnets. Mais encore une fois, c'est dans des carnets qu'on retrouve comment écrire deux histoires finalement, celle de Taline et réécrire un carnet qui raconte l'histoire du génocide arménien. La question de la transmission m'intéressait beaucoup et mon héroïne Taline, qui a 37 ans, est née, c'est-à-dire qu'elle crée des parfums. Elle travaille dans l'entreprise de parfums qu'a créé Nona, sa grand-mère. Et du coup, elles ont une relation très proche, puisque c'est Nona qui a élevé Taline, Taline n'ayant pas de relation très suivie avec sa mère, pour des raisons qu'on comprendra ensuite dans le livre. Et quand Nona meurt, elle décide, en fait, elle avait décidé de laisser des carnets, donc 3 carnets à Taline, et elle en fait un jeu de piste d'une certaine manière parce qu'elle sait bien que c'est par l'expérience qu'on peut fixer et mémoriser les choses qui nous arrivent, plus que simplement en trouvant les carnets comme ça. Elle les associe à des odeurs. Le premier carnet elle le met sous le massif de jasmin du jardin. Le jasmin est la première odeur que Nona a transmise à Taline. Et du coup, il y a tout un contexte qui parle aussi de la relation qu'elles avaient ensemble. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi de créer ce jeu de pistes sur les traces de ses ancêtres à travers la mémoire olfactive. Alors justement, Taline, si je me trompe pas, elle connaît pas trop un peu, comment on va dire, l'histoire du peuple arménien. C'est grâce à ces carnets qu'elle va les découvrir. Et je trouve intéressant parce qu'il y a trois carnets, mais c'est trois progressions dramatiques. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est d'abord Nona quand elle est enfant avec son grand-père. C'est très émouvant. Le deuxième, c'est le génocide. Le troisième, c'est le parcours de vie personnel en tant qu'adulte. Comment vous avez trouvé la structure de ces trois carnets, justement? Ça vous est venu tout de suite comment Oui, dire, séparer? oui, ça me paraissait important justement dans la transmission d'expliquer ce qui se passe dans tout un parcours de vie. C'est-à-dire que Taline va découvrir la vie de sa grand-mère Nona, mais aussi la vie de la mère de Nona, Louise, donc l'arrière-grand-mère de Taline, et de voir comment il se construit une enfance, des souvenirs d'enfance,
une sensibilité qui est mise à mal à un moment donné parce qu'il y a la perte de tout à travers une épreuve si grave que le génocide arménien, et de voir ensuite les faits historiques de manière émotionnelle. J'ai voulu raconter, moi je ne suis pas historienne, je me place d'un point de vue romanesque en décrivant l'impact d'un événement comme ça sur des êtres, et ensuite ce qui fait un parcours de résilience, comment on peut s'appuyer sur nos ressources et comment ensuite un vécu tel que celui de Louise peut impacter plusieurs générations. Et c'est aussi ça qui m'a intéressée, c'est de voir comment les Blancs dans nos histoires, ce qu'on ne nous raconte pas, quel que soit ce qu'ont vécu ceux qui nous ont précédés, nous impactent aujourd'hui dans nos vies. Et donc c'est vraiment recoudre ces accros sur les parcours de nos lignées qui m'a intéressée dans ce livre. Vous pouvez nous parler un petit peu du grand-père parce que je le trouve très émouvant et il a une vision de la vie qui, finalement, on devrait tous faire pareil, quoi, parce que c'est tellement plus simple avec quelqu'un qui vous explique comment aborder la vie, je pense. Oui, j'aime beaucoup ces rapports entre les générations. Je trouve que c'est extrêmement précieux. Nos grands-parents ou même nos amis plus âgés, mais qui ont vécu à d'autres périodes et qui ont eu le temps de réfléchir à des choses qui sont extrêmement utiles pour les jeunes générations. Et ce personnage du grand-père, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très sage et qui à la fois a tout un chemin de vie, une culture, une éducation, donc une colonne vertébrale, et qui peut accompagner sa petite fille tout en la laissant libre d'expérimenter par elle-même. Et ça me paraît vraiment le rôle de l'engrais sur la fleur, c'est-à-dire ne pas vouloir l'étouffer avec notre propre vision, mais la laisser se déployer, déployer ses arômes. Et c'est ce que fait ce grand-père, c'est un jardinier de l'âme, c'est un homme qui accompagne sa petite fille, et c'est une figure extrêmement émouvante dans le livre. Alors je me suis inspirée de plusieurs personnes que j'ai connues. J'ai eu la chance d'être en contact avec des figures vraiment sages, qui avaient cette éducation à l'ancienne aussi, très structurée, et qui m'ont beaucoup appris. J'aimerais bien qu'on parle aussi du rapport à la mort. Je trouve que c'est très intéressant comment vous abordez ce sujet, justement, il est moins angoissant, pardon, finalement, quand vous l'expliquez. Moi, il y a une très belle phrase que vous avez, c'est la mort, c'est pour l'état civil, mais pour les gens, si vous mourrez, vous vivez toujours parce qu'on pense toujours à vous. Je trouve que c'est apaisant comme formule, et je pense aussi au chat Prescott, et ça, je ne vais pas trop en dire pour que les gens découvrent, mais j'ai trouvé que c'était très émouvant aussi. Et, une dernière remarque, c'est que Nanon finalement donne tous ses secrets, mais une fois qu'elle est morte. Et je trouve ça aussi intéressant parce que finalement, ça poursuit, c'est comme si elle était encore vivante, qu'elle s'adressait à l'héroïne, à Taline aussi, quoi. Est-ce qu'il Oui. y a une grande réflexion sur la mort dans ce livre aussi, sans être angoissant? Ouais, ouais, on est confronté à des sujets très, très difficiles. Évidemment, on a tous perdu quelqu'un un jour, et on voit ce que ça provoque. Moi, je le vois tous les jours dans mon cabinet de psychothérapie. La réflexion, c'est vraiment quand Taline perd sa grand-mère et qu'elle est dévastée, elle va voir Théodore, qui a été le compagnon de sa grand-mère, et il lui dit, mais en fait, elle n'est morte que pour l'état civil, mais il n'y a pas de mort. Donc, il n'est même pas allé à son enterrement parce qu'il ne l'a pas enterrée, Ouais. parce qu'elle est plus présente. Et c'est vrai, des gens qui sont partis sont parfois plus présents pour nous que des gens qu'on voit tous les jours. Et c'est toute la question de ce que transmettent les personnes que nous perdons, et de la place qu'on leur accorde en nous. Et c'est vraiment la question de ce lien. Et après, j'ai eu beaucoup de lectures autour de philosophes, de sages comme Aurobindo, cet Indien qui a dit la mort est une habitude et on peut la déprogrammer à l'intérieur même de nos cellules. Voilà, il y a des questions qui sont quand même très troublantes aussi sur ce qu'on peut ressentir de une odeur, un mot que des gens nous disent et qui vient d'ailleurs. Donc il y a toute une dimension à laquelle moi je suis ouverte en tant que thérapeute, parce que je travaille sur les lignées et je vois bien qu'il se passe des choses qui nous sont invisibles comme ça. Donc c'est aussi une réflexion qui m'a intéressée, de voir à quel point peuvent être présents dans nos vies des personnes qui sont censées ne plus être là.
Mm. Et je poursuis un petit peu dans ce sens-là, avec le génocide arménien, justement, avec tout ce qu'ils ont vécu. Est-ce que vous pensez que ça a eu une influence sur votre écriture aussi? Et je ne veux pas rester encore sur ça, mais sur ce rapport à la mort, parce que c'est assez passionnant, hein. La marche forcée, c'est terrible, hein, comme vous l'expliquez. Il faut vraiment, en plus, on découvre une partie de l'histoire qu'on ne connaît peut-être pas forcément non plus. Après, j'en dirai pas plus, mais avec sa sœur Marie, ils vont subir des assauts monstrueux. Et finalement, ils s'en sortent. Et je rebondis encore sur une fois, parce qu'il y a le rapport à la mort, mais il y a aussi le rapport à la religion avec Marie, qui finalement va décider, je ne sais pas si vous voulez qu'on dise ce qu'elle va devenir, mais sa sœur Nanon, quelque part, elle lui en veut un petit peu aussi, parce que par rapport à ce qu'elles ont vécu, pour Nanon, il n'y a plus de Dieu, quoi, finalement. Oui, alors c'est la question quand on traverse de si grandes épreuves, cette nuit noire de l'âme que les mystiques ont traversée et tant d'autres personnes traversent, c'est-à-dire quelle que soit sa croyance, hein, qu'elle soit religieuse, spirituelle ou simplement dans la vie même, hein, je veux dire, c'est un moment où on peut être tellement éprouvé que plus rien n'a de sens. Et c'est vraiment un moment dans ce noir complet comme dit le sage, au lieu de maudire l'obscurité, allume une bougie. Il n'y a pas de moyen parfois de faire reculer le noir. La seule chose, si je suis plongée dans le noir, je peux prendre une bougie et ça va allumer le noir, mais je ne peux pas le faire reculer. Et c'est toute cette question de comment on retrouve le chemin de la vie en nous-mêmes quand on est vraiment ébranlé par de grandes épreuves. Et c'est un livre qui parle aussi de la nécessité de se placer du côté du vivant comme un engagement très fort parce que qu'on soit concerné ou pas par un génocide ou par des événements dramatiques, on ne peut pas penser que des êtres peuvent faire de telles choses à d'autres personnes sans que ça ait des conséquences sur l'humanité tout entière. Et c'est cette réalité, quand je suis face à mes patients qui traversent des choses très graves, c'est pas seulement parce que ce sont mes patients que ça me concerne, c'est parce que ce sont des êtres à qui on fait des choses qui, à un moment, impactent l'humanité entière. Et donc, c'est toute une vision à ce moment-là de l'être humain et la manière dont moi, je vais me positionner par rapport au vivant et à des choix éthiques. Et donc, c'est aussi un livre qui parle de ça, de la place qu'on accorde au vivant. Et c'est un sujet qui est encore très d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se placer voilà, dans le soutien du vivant et quelle place on accorde au lien entre les êtres? Ouais. Et ce que je trouve assez passionnant, c'est que le destin de votre personnage principal, donc, enfin, pas, il y a Taline, mais je pense surtout à Nanon, elle va subir vraiment des tas de choses, même en devenant adulte. Et ce que je trouve superbe, c'est vraiment, je vous envoie des fleurs, elle trouve la lumière d'elle-même, parce que finalement, elle va décider d'être poétesse des rues ou écrivaine des rues, je sais plus l'expression. Et ce qu'elle va faire, enfin, je ne veux pas en raconter trop, mais c'est tellement émouvant qu'elle soit capable de se mettre à la place des gens pour écrire les émotions qu'il subit, qu'il voudrait exprimer Oui. par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Ça, encore une fois, je suis presque jaloux. Comment on crée un personnage comme celui-ci? Ça devait être passionnant pour vous, quoi. Vous Ce pensiez qui, déjà à son destin comme ça? Ce qui m'intéressait dans le personnage de Louise, qui naît dans l'Empire ottoman au début du XXe siècle, c'est de parler de cet enfant qui naît dans une famille aimante et prospère et qui découvre le pouvoir des mots avec son grand-père, hein. Elle est extrêmement, on dirait, hypersensible aujourd'hui, très réceptive aux autres, à ce qui se passe. Et donc, c'est toute la beauté, la créativité de l'enfance et cette toute jeune adolescente qui ensuite va être plongée dans le noir avec ces événements du génocide arménien et qui perd le contact avec les mots parce qu'elle perd le contact avec le vivant en elle. Et c'est du coup après toutes les épreuves qu'elle traverse, comment on devient mère quand on a voulu vous assassiner, quand la vie ne signifie plus rien pour vous, et quel impact ça a sur les lignées qui viennent, surtout quand on est mère d'une fille après avoir vécu tout ça, l'impact que ça a du coup sur voilà, notre fille, la fille de notre fille, etc. Et puis ensuite, pouvoir mettre voilà, ce vécu au service des personnes qui viennent la voir et elle devient poétesse publique. Elle écrit des lettres, mais aussi elle rabiboche des gens, elle Oui. répare les vies, les accros des vies. C'est comme une couturière de l'âme, une couturière des mots. Et voilà, ça me paraissait important de pouvoir mettre un don au service des autres parce qu'elle ne peut plus l'utiliser vraiment pour elle-même. Ça sera une de mes dernières questions, mais quand vous avez envisagé ce livre,
qu'on voit la structure qu'il a, est-ce que vous avez dit que c'est un sacré défi ou ça vous semblait logique dès le départ? Vous aviez le début, le milieu et la fin du roman? Il y a eu plusieurs temps dans l'écriture, hein, vraiment, il y a eu des temporalités très larges. Ça a été une expérience, cette écriture, je dirais ça comme ça, une expérience de vie, une expérience que je n'ai pas eue dans mes autres livres. Donc c'est un livre qui reste très à part pour moi des autres. C'est le livre le plus personnel que j'ai écrit. Et j'ai aussi eu le sentiment de me tenir comme un témoin de l'histoire, d'honorer avec chaleur et respect voilà, ceux qui nous ont précédés et en même temps de me dire que c'est comme un cycle qui se clôt et que c'est important, quoi qu'on ait vécu, de pouvoir vivre sa propre vie. Et c'est aussi le fait de pouvoir, malgré un vécu qui peut être très compliqué, que ce soit personnellement ou dans nos lignées, ne pas continuer à porter inlassablement les choses de ceux qui nous ont précédés et que ce travail il se fait par la reconnaissance de ce qu'ont vécu ceux d'avant et s'incliner devant ça, mais dire aussi j'ai mon chemin à vivre et du coup je peux aussi me dégager de tout ce qui me pèse pour avancer avec mes propres choix. Mais j'ai aussi l'impression que c'est votre expérience professionnelle, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, rencontrer des gens qui ont vécu aussi des drames et des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est aussi un roman qui s'adresse à tout le monde finalement. Moi, je sais que je me suis projeté dans pas mal de choses aussi et que c'est pas que j'ai des questionnements, mais ça donne des pistes, bah, je vous dis, sur le rapport à la mort, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est très Mm. touchant et voilà, c'est une bonne réflexion aussi sur ça, quoi, finalement. La rencontre, parce que c'est vraiment une rencontre que je fais tous les jours avec mes patients, a forcément une influence sur mon écriture et je suis extrêmement bouleversée d'abord par la confiance qu'ils m'accordent et ensuite par le courage de tant de gens qui traversent des événements qui sont quand même extrêmement douloureux et qui se battent, qui parfois n'ont plus la force. Et voilà, je me sens jardinière du vivant dans mon cabinet de psychothérapie. Et voilà, c'est quelque chose qui, c'est un engagement et ça me bouleverse de faire ce métier. Et en même temps, avec mes personnages, il y a quelque chose de semblable. Je peux être à leur écoute et puis leur donner une voix, redonner une voix aux sans-voix. C'est un peu ce que m'avait dit Christian Bobin il y a quelques années quand j'avais parlé avec lui. Et voilà, c'est ce que j'essaye sans doute de faire le mieux possible. Bah, moi, je vous le dis encore une fois, c'est un roman qui m'a vraiment touché, que je trouve formidable. Vraiment, toute dernière question, quand on finit un livre comme celui-ci, il y a un sentiment d'accomplissement, de fierté, d'envie de transmettre, comme vous l'avez dit. Comment vous vous êtes senti à la fin de l'écriture? Comme être à un endroit juste, euh, comme avoir fait ce qu'il fallait que je fasse. Je dirais que c'est un sentiment d'accomplissement, comme j'allais dire un travail bien fait, mais c'est plus que ça, oui, comme quelque chose qui est à sa place. Voilà, et j'étais apaisée et d'une certaine manière, oui, dans quelque chose de juste. Ben voilà, ben je vous remercie beaucoup, Ondine. Je rappelle votre livre, donc, Ondine Kayak pour le parfum de l'exil chez Charleston, et c'est tout simplement formidable. Voilà, je vous le dis. Merci Voilà. beaucoup.